Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Je souhaite tout d'abord remercier le comité d'organisation de ce forum de m'avoir proposé d'intervenir aujourd'hui pour présenter un rapide état des lieux du nucléaire civil, de ses forces et de ses faiblesses et des enjeux géopolitiques associés. Je serai naturellement incomplet, peut-être inexact, et je vous prie par avance de bien vouloir m'en excuser. Permettez-moi tout d'abord de partir d'un constat que nous partageons certainement tous. Le changement climatique est là et est bien là. Ses effets se font déjà durement sentir. Alors, je vais essayer de... Voilà. Incendie incontrôlé aux États-Unis, en Italie, au Canada, comme le montre ce transparent. C'est un chiffre qui date du 22 août 2023. Et depuis le début de l'année 2023, au 22 août, avait été brûlé l'équivalent de la surface de l'Angleterre et du Pays de Galles. Et ça n'a pas arrêté depuis, donc on peut supposer qu'une bonne partie de l'Écosse, en équivalent, a bien été déjà brûlée. Sans parler de la qualité de l'air pour les personnes qui vivent en Amérique du Nord et notamment dans le nord du Canada. Donc incendie incontrôlé aux États-Unis, en Italie, au Canada ou en France. Inondations en Belgique, en Allemagne ou en Italie. Canicule en Europe ou aux États-Unis. Là, vous avez les quelques chiffres de l'épisode du 23 août dernier. On s'en souvient tous, avec beaucoup de records de chaleur battus. Pour ceux qui connaissent, 30 degrés en haut du mont Aigoual, c'est pas mal. Et ça, c'est tout autour du bassin méditerranéen. Des chiffres qui datent de juillet dernier, jusqu'à 49 degrés vers Tunis. Strasbourg a désormais le climat qu'avait Lyon dans les années 1970 et Lyon celui qu'avait Montélimar il y a 50 ans. Les progrès récents des modèles climatiques tentent à montrer que le réchauffement est plus intense et plus rapide que prévu. Le réchauffement global atteint désormais 1 degré, ça sera 2 degrés en 2040. Pour limiter le changement climatique à 2 degrés, la science est claire. Il faut disposer d'une électricité neutre en carbone vers 2050, 2040 pour les pays industrialisés, et en 2050, l'électricité décarbonée doit être le premier vecteur énergétique. Les derniers scénarios de la Commission européenne envisagent ainsi une croissance de la demande d'électricité entre 30 et 75 %. Face à cette demande d'électricité croissante, les énergies renouvelables vont être très fortement mobilisées. Pour l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, les volumes annuels supplémentaires d'éolien et de photovoltaïque doivent être multipliés par 3 par rapport à la tendance récente. Sans l'apport du nucléaire, ces rythmes déjà considérables devraient être encore plus élevés, avec le risque de se heurter aux limites du potentiel réel des énergies renouvelables. Il est donc nécessaire de jouer sur la complémentarité entre nucléaire, UNR et efficacité énergétique. Nous n'avons plus le loisir de penser climat sans une contribution majeure de l'électricité nucléaire. L'énergie nucléaire constitue en effet un atout majeur pour lutter contre le changement climatique dans un contexte de tension croissante sur les ressources minérales, l'eau et l'espace disponible. Le nucléaire présente en effet un avantage indéniable, comme le montre ce transparent ici. En retenant la référence du GIEC ou celle de l'UNECE, qui est la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, les émissions de CO2 pour produire 1 kWh d'électricité sont comparables à celles de l'électricité d'origine éolienne, donc je parle pour le nucléaire. C'est 2,5 fois plus faible pour le nucléaire que pour l'électricité solaire photovoltaïque, 40 fois plus faible que pour l'électricité produite par les centrales au gaz et 70 fois moindre que pour celle produite par les centrales au charbon. Sans le nucléaire, les émissions mondiales du secteur électrique auraient été 20% plus élevées entre 1971 et 2020. Et elles auraient été 40% plus fortes en Europe. Le nucléaire a un impact maîtrisé tant en termes de consommation en ressources minérales que d'emprise au sol par kilowattheure d'électricité produit. Concernant les matériaux tels que le béton, l'acier, l'aluminium, le cuivre,
le nucléaire est 2 à 3 fois plus économe que l'éolien. Sur les autres matériaux, le nucléaire est 10 à 100 fois plus économe. De même, l'empreinte au sol du nucléaire est 100 fois à 500 fois plus faible que celle du solaire et de l'éolien. Lorsqu'on parle d'empreinte environnementale, il convient bien sûr d'évoquer l'utilisation de l'eau. Comme dans toutes les centrales thermiques, une partie de la puissance produite par une centrale nucléaire ne peut être convertie en électricité, et est évacuée à l'atmosphère via un aéroréfrigérant ou via un système de refroidissement vers la mer ou une rivière. En France, le refroidissement des centrales électriques, dont le nucléaire, représente 12% de la consommation d'eau. La consommation moyenne d'une centrale nucléaire représente 1% du débit des cours d'eau où elle est installée, et l'eau prélevée, après avoir été utilisée pour refroidir les installations, est restituée en quasi-totalité, 97%, mais je parle sous le contrôle de Valérie, et une étude Sven est sortie il y a quelques mois pour faire le point sur ce sujet. Et tous ces rejets et restitutions se font naturellement sous une réglementation et des contrôles très stricts. La gestion des déchets radioactifs est légitimement un sujet de préoccupation pour tous les citoyens. Un sujet complexe à appréhender dans ses nombreuses dimensions techniques, mais également financières et éthiques, qui s'exercent dans un cadre réglementaire strict et renvoie in fine à la confiance entre toutes les parties prenantes. Sur un plan technique, les déchets à haute activité représentent 95% du niveau de radioactivité de l'ensemble des déchets radioactifs, mais seulement 0,2% de leur volume. Ça veut dire environ le volume d'une piscine olympique. Ils sont destinés aujourd'hui à un stockage souterrain, et je souhaiterais rajouter que 96% du combustible est aujourd'hui recyclable et peut servir à la fabrication de nouveaux combustibles. Regardons maintenant la situation du parc mondial et j'aimerais évoquer quelques chiffres. Au 31 décembre 2022, 438 réacteurs nucléaires étaient opérationnels dans 32 pays, soit une capacité nette installée de 394 gigawatts. Alors, je pense que j'ai sauté un transparent. Ces réacteurs sont essentiellement situés dans l'hémisphère nord et notamment dans 5 pays, les États-Unis, la France, la Chine, la Russie et le Japon. 5 réacteurs sont opérationnels en Amérique du Sud et 2 en Afrique du Sud. En 2022, le parc nucléaire mondial a produit 2545 TWh, ce qui représente environ 10% de la production mondiale d'électricité. C'est un ordre de grandeur assez stable en fait. Et 2% de la consommation mondiale d'énergie finale. Voilà. Comme le montrent ces deux graphiques, cette production est en forte augmentation dans plusieurs pays d'Asie, alors qu'elle est plutôt stable en Europe et en Amérique du Nord. Donc vous avez à gauche de votre transparent la situation en Chine et à droite du transparent la situation aux États-Unis, donc en Amérique du Nord, et la couleur représente l'âge des réacteurs. La part de l'électricité d'origine nucléaire dans la production totale d'électricité s'élève en 2021 en France à 69%. Elle est supérieure à 28% dans 9 autres pays, tous situés en Europe. Et réalité trop méconnue, le nucléaire est la seconde source d'électricité bas carbone dans le monde. Dans les pays industrialisés, c'est la première. C'était également en 2021 la première technologie de production d'électricité au sein de l'Union européenne avec une part de 25%. À la fin 2022, 60 nouveaux réacteurs étaient en construction dans le monde, pour plus des 2/3 en Asie, notamment en Chine, en Corée, aux Émirats arabes unis, en Inde et au Bangladesh. En 2022, 6 réacteurs nucléaires ont été connectés au réseau en Asie et en Finlande. Des réacteurs sont en construction dans des pays qu'on appelle primo-accédants, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore de centrale nucléaire et ils veulent s'en doter, et notamment le Bangladesh et la Turquie. Et l'Égypte devrait devenir
à la fin de la décennie, le second pays producteur d'énergie nucléaire en Afrique. Et pour mémoire, une trentaine de pays étudient la possibilité de s'engager dans la voie du nucléaire civil dans le monde. On peut dès lors se poser la question de savoir si le nucléaire est à l'aube d'un développement mondial important. Sur ce sujet, l'évolution du parc mondial est contradictoire avec le sentiment des pays occidentaux d'une énergie en déclin, sentiment qui prévalait majoritairement donc jusqu'en 2020-2021. Ce décalage entre la perception en Europe de l'Ouest et les autres pays du monde s'expliquait bien sûr par les accidents de Tchernobyl en 1986 et de Fukushima en 2011, qui ont profondément marqué les gouvernements, notamment européens, et les opinions publiques. Les décisions consécutives de sortie du nucléaire prises par l'Allemagne, la Suisse ou l'Italie, et l'absence depuis plusieurs années de mise en service de nouveaux réacteurs en Europe de l'Ouest, à l'époque, depuis il y a eu la mise en service de l'Kiloto 3, ont contribué à une perception occidentale du développement mondial de l'énergie nucléaire très décalée par rapport à la réalité mondiale. Toutefois, depuis 2 ans, on parle d'un retour en grâce du nucléaire en Europe. La Slovénie, les Pays-Bas affichent leur souhait de développer leur parc nucléaire. La Belgique a décidé de prolonger de 10 ans l'exploitation de 2 réacteurs. La Pologne souhaite accéder au nucléaire civil. La République tchèque se doter de nouveaux réacteurs. Et très récemment, l'Italie envisage même une politique nucléaire, de nouveau nucléaire, plutôt de SMR. Toutes ces évolutions, tout ce mouvement s'accompagne d'une évolution de l'opinion en faveur du nucléaire. C'est vrai en France, où un sondage publié en septembre 2022 indique que 75% des Français sont favorables au nucléaire, mais c'est également vrai aux États-Unis, en Allemagne, en Belgique et même au Japon, comme le montrent de nombreuses enquêtes d'opinion. Et je crois que vous avez une présentation un petit peu plus tard dans la journée qui permettra de faire un point sur ce sujet. Dans une étude publiée juste avant l'été 2022, l'Agence internationale de l'énergie voit 2 raisons à ce regain d'intérêt. La première, c'est la crainte du dérèglement climatique que j'ai déjà évoqué. Et la seconde est la sécurité d'approvisionnement. En effet, l'AIE considère que la guerre en Ukraine change la donne en matière de sûreté d'approvisionnement et suggère que la crise énergétique actuelle pourrait dynamiser les nouvelles constructions dans le monde. En tout état de cause, cette guerre en Ukraine met en lumière le besoin de diversifier les mix énergétiques tout en réduisant les consommations de combustibles fossiles. Pour mémoire, on peut le voir sur ces transparents, grâce notamment au développement du programme nucléaire depuis les années 1970, le taux d'indépendance énergétique de la France, qui a donné lieu à de nombreux débats parlementaires et enquêtes il y a quelques mois, était de 23,9% en 1973 à 55% environ en 2019. Celui de l'Union européenne étant d'environ 40%, mais je crois que le député Antoine Armand reviendra sur ces points probablement un petit peu plus tard dans la journée. La promesse des SMR et des AMR, pour Advanced Modular Reactors, contribue également à ce regain d'intérêt. Ces réacteurs de petite puissance constituent en effet pour beaucoup une nouvelle frontière pour l'énergie nucléaire. Leur développement est une réponse à des besoins croissants en France comme ailleurs dans le monde. Accès à l'eau potable avec dessalement de l'eau mer, économie de l'hydrogène, production de carburants de synthèse ou de chaleur pour des usages industriels et urbains. Plus de 70 concepts fondés sur des technologies très variées sont actuellement à l'étude. Les défis à surmonter pour leur réalisation restent néanmoins nombreux et les premiers modèles commerciaux ne sont envisagés que pour la prochaine décennie. Pour la France, la construction d'un SMR souverain Nuward devrait débuter au tournant des années 2030. Je crois que vous allez avoir très vite une présentation de collègues de NAREA qui vous feront un point sur ce sujet. La photographie du parc nucléaire mondial montre que 6 pays dominent le paysage. Le marché mondial de l'industrie nucléaire est fortement concurrentiel, même s'il présente toujours des caractéristiques spécifiques, notamment des limitations liées au contrôle de non-prolifération des matières et des technologies sensibles. Les 6 filières nationales les plus actives dans le monde
correspondent aux pays qui disposent aujourd'hui des bases installées les plus importantes, même si d'autres nations, je pense notamment au Royaume-Uni, participent activement au marché mondial. Alors, le premier pays est la Russie. En 2022, la Russie possède le 4e parc nucléaire avec 37 réacteurs en fonctionnement. Sur le cycle du combustible, Rosatom est le numéro 1 mondial de l'enrichissement de l'uranium, avec plus d'un tiers du marché mondial, et détenait en 2019 17% du marché des combustibles nucléaires. La Russie mène une politique commerciale offensive à l'exportation, avec un portefeuille de 31 projets dans 11 pays. Rosatom occupe une position de leader mondial. La Russie est très présente auprès des primo-accédants, leur offrant un soutien très complet, aide à la création de centres de recherche, offre de formation, offre de financement attractive, approvisionnement en combustible, gestion du combustible usé et probablement d'autres services que je n'évoquerai pas ici. Second pays à avoir en tête, la Corée du Sud. Elle exploite aujourd'hui 25 réacteurs et la compagnie électrique nationale historique, KEPCO, tout comme la filière coréenne, sont très présents sur le marché mondial. On se souvient que c'est un consortium sud-coréen qui a construit la centrale de Baraka aux Émirats arabes unis. Et le président Yoon, élu en mars 2022, s'est engagé à obtenir des commandes pour 10 centrales nucléaires à l'export d'ici 2030, avec un objectif de création de 100 000 emplois en Corée du Sud. Les États-Unis. C'est aujourd'hui le premier parc au monde, avec 93 réacteurs. Alors j'ai peut-être oublié le 94e qui vient d'être mis en service, mais les chiffres varient toujours, hein, ça dépend le moment auquel on prépare l'exposé, donc on va dire un petit peu plus de 93 réacteurs. Ce qui couvre environ 20% des besoins en électricité des États-Unis, et les compagnies exploitantes américaines se sont engagées sur la voie de prolongation de la durée d'exploitation des réacteurs à 60 ans, c'est le cas pour plus de 85% des réacteurs, voire à 80 ans, c'est le cas pour 6% des réacteurs. Si la filière américaine ne construit pas aujourd'hui de réacteurs hors de son territoire, le gouvernement a affiché son ambition de retrouver son leadership mondial. Dès 2015, le président Obama a réaffirmé toute importance qu'il accordait à la place du nucléaire dans le mix énergétique américain et il a engagé 2 grands programmes. Et grands programmes aux États-Unis, ça veut dire beaucoup de financement. Ce soutien stratégique a été conforté sous les présidences de Trump puis de Biden, notamment dans le cadre de l'Inflation Reduction Act, annoncé le 28 juillet 2022. La filière américaine est de nouveau très présente en Europe, et c'est un euphémisme. Westinghouse a été choisi par la Pologne et l'Ukraine pour la construction de nouveaux réacteurs. Les États-Unis sont aussi très présents dans le domaine des SMR et des AMR dont on parlait tout à l'heure. 4e pays que je souhaite évoquer, le Japon. Alors le Japon, on pense tout de suite à Fukushima, et c'est vrai que 10 ans après la catastrophe de Fukushima, la situation du nucléaire au Japon reste complexe. En 2011, 54 réacteurs nucléaires assuraient 30% de la production électrique du pays. Aujourd'hui, seulement 11 réacteurs ont redémarré. Alors j'ai peut-être là aussi un réacteur qui me manque vu que les annonces sont nombreuses actuellement. Mais le redémarrage des centrales nucléaires au Japon est un enjeu politique. À noter que fin mai a été adoptée la loi de décarbonation de l'économie japonaise, qui comporte un volet nucléaire très important. C'est-à-dire le redémarrage d'un maximum de réacteurs à l'arrêt d'ici 2030. Ils souhaitent redémarrer entre 21 et 27 réacteurs. L'exploitation des réacteurs jusqu'à 60 ans de fonctionnement. Alors 60 ans de fonctionnement, ça ne veut pas dire 60 ans depuis la mise en service ou la construction, vu qu'il décompte les périodes d'arrêt qui ont été consécutives à la catastrophe de Fukushima pour les examens et inspections de sûreté. Et ce redémarrage, cette exploitation jusqu'à 60 ans, sous réserve de visites décennales à partir de la 30e année de mise en service des réacteurs. Et enfin, 3e volet de leur loi de décarbonation de l'économie, la construction de nouvelles tranches et l'investissement dans des réacteurs avancés. Les 3 grands industriels du nucléaire japonais, Hitachi, Toshiba et MHI, Mitsubishi, restent des acteurs incontournables du marché mondial.
MHI a notamment annoncé en 2022 le développement d'un réacteur à eau légère avancée de 1200 MW en collaboration avec 4 énergéticiens japonais. Et il a été retenu par le METI, le ministère de l'Industrie japonais, comme le leader pour le développement d'un réacteur HTGA à haute température. 5e pays de ce tour du monde en temps contraint, la Chine. C'est en 1980 que la Chine a décidé le lancement d'un programme de recherche consacré aux réacteurs électronucléaires civils. Un tout petit peu plus de 40 ans après, avec 55 réacteurs en exploitation et 23 en construction, le parc chinois est le 3e parc mondial. Et il ne faut pas faire beaucoup de calculs pour se rendre compte que très très vite, ça va devenir le 2e parc mondial. La Chine a adopté une stratégie de fabrication progressive par des fournisseurs nationaux, c'est-à-dire chinois, des composants de ces centrales nucléaires. Pour l'illustrer, un exemple révélateur, la première tranche de la centrale de Linggao 1 a démarré en mai 1997 et elle comprenait 1% de composants chinois. La deuxième tranche de Linggao 2, 8 ans plus tard, comprenait 70% de composants chinois. En 2018, la Chine a été le premier réacteur du monde à mettre en service commercialement des réacteurs de génération 3, des AP1000 et des EPR, Taishan 1. Aujourd'hui, elle construit un réacteur de génération 3 totalement chinois, appelé Hualong, dont la tête de série a divergé il y a un tout petit peu plus de 3 ans. La Chine est très active aussi sur le marché international, même si elle a été écartée d'un certain nombre de projets par certains pays européens. Je vais parler un tout petit peu de la situation en France. Alors, j'espère avoir le bon transparent, oui. Alors, en France, vous connaissez tous EDF, le CEA, Framatome et Orano, et plus largement, tous les acteurs de la filière nucléaire représentent aujourd'hui 200 000 emplois directs et indirects, répartis dans, on dit, environ 3200 entreprises. Ça représente environ 6,7% de l'emploi industriel français. La France est aujourd'hui présente sur la totalité des segments de la chaîne de la valeur de l'industrie nucléaire. C'est une position qui n'est partagée aujourd'hui qu'avec les États-Unis et la Russie. C'est-à-dire on peut aller depuis l'enrichissement jusqu'au recyclage. Le parc de production nationale exploité par EDF en totalité comprend aujourd'hui 56 réacteurs localisés sur 18 sites. Et là-haut, à Flamanville, est en fin de construction le réacteur EPR. Si le parc nucléaire n'est que le 2e en taille, EDF est le premier exploitant mondial, ce qui lui confère un rôle majeur sur la scène internationale, notamment par son retour d'expérience d'exploitation des réacteurs. Ce point est important parce que je souhaiterais souligner le fait que le nucléaire est un outil de souveraineté nationale, une industrie stratégique dans un monde instable et en mutation. L'industrie nucléaire n'est pas une industrie comme les autres. Le nucléaire est et restera un outil de souveraineté. Le lien civil-militaire est apparu dès la découverte de la fission. Voilà, comme on peut le voir sur ce document, un des brevets déposés par Frédéric Joliot-Curie avec son équipe en 1939, classé secret défense, concernait la bombe atomique. La dualité de l'énergie nucléaire est une réalité féconde et essentielle pour ces deux usages, c'est-à-dire civil et militaire. Tous les spécialistes s'accordent pour dire que l'inscription dans la durée de la stratégie militaire nucléaire de la France passe par un secteur nucléaire civil dynamique. La diplomatie nucléaire est plus active que jamais sur fond de guerre technologique et économique entre la Russie, les États-Unis et la Chine. Ces trois grandes puissances se sont résolument engagées dans le développement de nouvelles technologies pour le nucléaire civil, soutiennent leur industrie nationale, soutiennent techniquement, financièrement, et elles partagent de fortes ambitions internationales. Par l'établissement de coopérations technologiques et la réalisation de projets de réacteurs à l'export, souvent portés par des offres de financement très attractives, les trois empires utilisent pleinement l'arme énergétique qu'est le nucléaire civil pour développer leur territoire géopolitique.
Le barycentre industriel du nouveau nucléaire est aujourd'hui en Russie et en Chine. Et ce transparent, dès que j'arriverai à le mettre, hop, le montre bien. Alors c'est un transparent issu des travaux de l'Agence internationale énergie atomique et de l'AIE. Sur les 31 réacteurs dont la construction a été engagée entre 2017 et 2022, 17 sont de technologie russe, et ils sont construits majoritairement hors de Russie, et 10 sont de technologie chinoise, soit 27 sur les 31 au total. Fatih Birol, directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie, a déclaré en juillet 2022 que les économies avancées ont perdu leur leadership sur le marché nucléaire. Les États-Unis sont très engagés pour le retrouver à l'international. Développement et renforcement de partenariats stratégiques et industriels, forte présence dans les pays européens, développement des projets de nouveaux réacteurs ou souhaitant diversifier leur approvisionnement combustible. Les annonces fleurissent actuellement. Mobilisation à Bruxelles et à Vienne. On ne va jamais à Bruxelles ou à Vienne dans une conférence européenne sur le nucléaire ou internationale sans trouver une délégation américaine très importante, notamment dans le domaine des normes, des standards et des référentiels de sûreté, et tout cela en appui de leur stratégie de développement de nouveaux réacteurs de petite taille, les SMR. Permettez-moi de faire rapidement un rapide focus sur la situation française. Nous avons tous en tête le discours du 10 février 2022, 2 semaines avant le démarrage de la guerre en Ukraine, du président de la République, lors d'un déplacement à Belfort. Il a alors prononcé une importante déclaration sur la politique énergétique nationale. Il a fait part d'une ambition forte et de 2 décisions. L'ambition forte, faire en 30 ans de la France le premier grand pays du monde à sortir de la dépendance aux énergies fossiles et renforcer notre indépendance énergétique industrielle dans l'exemplarité climatique. 2 décisions. Prolonger tous les réacteurs nucléaires qui peuvent l'être sans rien céder à la sûreté. Sauf si des raisons de sûreté l'imposaient, aucun réacteur nucléaire en état de produire ne devra être fermé à l'avenir, compte tenu de la hausse très importante de nos besoins électriques. La seconde décision est de lancer un programme de nouveaux réacteurs nucléaires avec 6 EPR2, puis 8 EPR2 additionnels, et d'un appel à projet pour faire émerger des SMR. Cette déclaration ouvre la voie à un grand programme national voulu et soutenu par l'État, qui devra bien sûr être confirmé par la loi sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, ou les textes équivalents, en cours de construction. La France a déjà mené un grand programme nucléaire national, nous le savons tous, celui annoncé le 6 mars 1974 par le Premier ministre de l'époque, Pierre Messmer. 52 réacteurs ont été mis en service entre 1980 et 2002, dont les 2 tiers en moins de 10 ans. Nous sommes toutefois, et cela ne nous a pas échappé, dans une situation très différente aujourd'hui, et je souhaite insister sur un point qui est illustré par le transparent que vous voyez. Grande nation industrielle en 1973, la France est aujourd'hui un des pays les plus désindustrialisés d'un système mondial désormais globalisé. Un rapport paru en novembre 2020 précise que le nombre d'emplois et la part de la valeur ajoutée industrielle dans le PIB ont été divisés par 2 en 50 ans. Alors que l'emploi industriel connaissait en 1974, comme on peut le voir, 5,4 millions d'actifs, un chiffre assez stable en fait depuis 1949 et la sortie de la Seconde Guerre mondiale, ce qui représentait 25% des emplois. En 2018, l'industrie ne représentait plus que 10,3% du total des emplois en France, c'est-à-dire une diminution par un facteur de plus que 2. Cette différence est majeure. Elle a des conséquences sur notre capacité industrielle globale, sur notre capacité à attirer des talents, des collaborateurs motivés et sur l'acceptabilité sociale de nouvelles installations industrielles. Tout est lié. La réalisation du programme nucléaire français va dès lors nécessiter une mobilisation exceptionnelle. Humaine, tout d'abord. D'ici 10 ans, le secteur nucléaire devra recruter plus de 100 000 collaborateurs. Une mobilisation également nécessaire pour garantir l'excellence de l'organisation industrielle
alors qu'une forte montée en puissance est prévue. Comme l'a rappelé Fatih Birol lors d'une récente déclaration, il faudra délivrer, il faudra construire dans le respect des coûts et des délais. Et c'est un défi pour toutes les filières industrielles nucléaires mondiales. Une mobilisation, enfin, pour renforcer la recherche et l'innovation, et les SMR en font naturellement partie. En conclusion, et j'espère à peu près avoir respecté mon quota de temps, je n'ai pas été rappelé à l'ordre, je souhaite souligner que la réussite de la nouvelle frontière du nucléaire français est essentielle pour permettre à la France d'atteindre ses objectifs dans le domaine de la lutte contre le changement climatique et pour renforcer notre souveraineté énergétique. L'ambition de la France n'est pas isolée. Nombre d'organisations internationales et de pays reconnaissent qu'un développement combiné de l'énergie nucléaire et des énergies renouvelables représente une solution pertinente à ce double défi, alliant le meilleur des deux mondes, tout en permettant les adaptations nécessaires aux contextes locaux. Force est toutefois de constater que les règles en vigueur au sein de l'Union européenne sont loin de faciliter le nécessaire développement de l'énergie nucléaire. Je ne vais pas multiplier les exemples, on les a tous en tête, depuis la taxonomie et un certain nombre d'autres textes. Alors que les opinions publiques de nombreux pays européens, confirment une adhésion renforcée à cette énergie, gageons qu'une prise de conscience rationnelle et objective des atouts de l'atome permettra rapidement à l'Union européenne de tenir son rang à l'échelle internationale et à la France de recouvrer sa vocation de puissance nucléaire. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Sylvain pour ce panorama. On va maintenant passer à une petite phase de questions. Donc, est-ce que vous avez des questions dans la salle pour rebondir sur la présentation? Tout était très clair. Ah, on passe. Bonjour, ouais, on m'entend bien, c'est bon. Merci beaucoup pour cette présentation. J'aurais une petite question sur la place de la France. Vous avez beaucoup parlé de la présence notamment de la Russie, également des États-Unis, de la Chine, également de la Corée du Sud à l'international. La France est malgré tout un pays avec une industrie nucléaire très forte. Vous l'avez rappelé, un des 3 seuls pays qui maîtrise l'intégralité de la chaîne de valeur. Et est-ce que la France est également un pays présent à l'international, sur les marchés internationaux, et comment est-ce qu'elle se défend? Merci. Pour la deuxième question, peut-être. Qu'est-ce qu'il y avait une autre question? Ah, c'est les unes après les autres. Bon, Rémi, je vais te tutoyer, hein, vu que je le faisais toujours jusqu'à maintenant, pour répondre à la question. Oui, la France est présente, bien entendu, à l'international. Vous avez en tête la candidature française en Pologne, la candidature française en République tchèque. Mais la France est présente sur d'autres secteurs et étant présente très en amont. Les délégations sont nombreuses de partenaires européens ou hors d'Europe qui viennent rencontrer EDF. Et ça, c'est le premier point sur la construction de nouveaux nucléaires. Mais d'une façon générale, l'industrie française, les 3200 entreprises que j'évoquais tout à l'heure, sont présentes d'ores et déjà et depuis de très nombreuses années sur des marchés internationaux. On a bien sûr en tête la présence en Chine, mais pas que. Il faut savoir que quand, historiquement, alors là je vais revenir dans le passé, des centrales nucléaires étaient construites par Rosatom, en général, c'était des turbines qui venaient de Belfort. Donc de General Electric, d'Alstom. C'est un exemple. Mais les talents et savoir-faire spécifiques des industries françaises sont nombreux. On est aussi très présent en Grande-Bretagne, par exemple. Et le groupe Framatome, par exemple, est aussi très présent aux États-Unis. Et on assure des services pour Baraka aussi, même si ce sont nos amis coréens qui ont construit la centrale. Donc la présence ce qu'il faut bien voir, c'est que même si une centrale est construite avec une technologie, qu'elle soit chinoise, russe ou américaine, le marché ensuite de l'intervention sur la base existante est de nouveau mondialisé. Alors certes, il y a une prime à celui qui a construit, mais ce n'est pas une garantie absolue. Et puis sur des centrales, je le redis, les centrales russes avaient un contenu français très important.
Merci pour votre présentation et pour la réponse à la première question. Je voulais vous demander, dans un futur qui est peut-être un tout petit peu plus à long terme ou moyen terme que la construction de la 2e et 3e génération, quand on va arriver à la construction des réacteurs de 4e génération, on voit déjà que la France accuse un certain retard en R&D dû à des décisions politiques potentiellement doutables. Est-ce que vous pensez qu'on est capable de récupérer ce retard pour reprendre un rôle de premier plan dans le développement de la 4e génération de réacteurs nucléaires au niveau mondial ? Alors, je ne vais pas me positionner sur les décisions politiques. Sur le retard non plus, il faut savoir qu'un certain nombre de projets de petits réacteurs d'AMR sont aussi français et concernent la 4e génération. Ça, c'est le premier point. Je parle sous le contrôle de personnes qui connaissent bien mieux que moi, mais en tout état de cause, il y a des projets d'AMR de 4e génération français. Après, on a aussi une expérience que peu de pays ont avec Phénix et Superphénix. La 4e génération viendra, mais je n'ai pas de boule de cristal pour savoir comment tout ça va évoluer. Il faut savoir aussi qu'il va falloir énormément de financement, énormément de travaux, et que la messe est loin d'être dite, pour savoir qui va arriver en tête. 70 projets, la seule certitude que j'ai, c'est qu'il n'y en a pas 70 qui vont se réaliser dans les 20 ans qui viennent. Donc il y aura naturellement une certaine sélection. Le principe des petits réacteurs aussi et des SMR, c'est que, mais ça sera mieux expliqué que ce que je peux faire, c'est que pour que ça soit rentable économiquement, les paris qui ont été faits, c'est qu'ils doivent être construits dans un nombre important. Donc, par construction, ça sera difficile qu'il y ait 70 modèles construits en quantité importante partout dans le monde. Tant mieux si c'est le cas, mais j'y crois pas. Il nous reste sûrement le temps pour une dernière question. On a une question, je sais. Ouais. Merci Sylvain, on va se tutoyer aussi. Hein. Oui, on va essayer de garder les bonnes habitudes. Ma question, c'est l'enjeu de décarbonation, il est présent mondialement, notamment dans les pays qui produisent industriellement. Tu as beaucoup tourné autour des pays leaders dans la technologie nucléaire, beaucoup sur eux-mêmes, mais qu'en est-il de l'implantation du nucléaire dans les pays émergents parce que le pivot de la décarbonation, c'est quand même là-bas, quoi. Donc la Chine, ok, mais après ça, il y a l'Amérique latine, l'Afrique, etc. Alors, tu as parfaitement raison sur ce point. Alors, la Chine est quand même un émetteur important, et donc c'est important qu'ils partent dans la direction nucléaire. Pour d'autres pays, tu parlais de l'Amérique du Sud. Si je prends l'Argentine, par exemple, c'est un des pays dans lesquels nos amis chinois sont actifs, avec un projet de réacteur. Dans la présentation, j'évoquais une trentaine de pays primo-accédants. Ces pays primo-accédants sont très majoritairement dans les pays en voie de développement. On a vu par exemple des accords très récemment avec une start-up du domaine des AMR pour aller au Rwanda. On sait aussi que le Ghana est très actif, pour citer 2 pays africains. Le Brésil reste très actif dans le domaine du nucléaire. Le nucléaire est actif en Inde, est actif au Pakistan aussi. Donc il y a et sur les 30, j'en oublie, il y a une vraie démarche en ce sens-là. Alors un des paris d'ailleurs des SMR, c'est de permettre un accès avec des réacteurs de plus faible puissance et donc d'un coût plus faible et une modularité progressive d'être plus accessible pour les pays justement en voie de développement. C'est un des objectifs. Bon, avec des limites à ce système, bien entendu. Mais c'est un enjeu majeur. Mais ce qui est certain, c'est que ça se fera avec des développements en partenariat avec les principales puissances nucléaires, tant techniquement qu'économiquement. Ah. Non, désolé, malheureusement, on me dit qu'il n'y a plus de temps pour les questions. On va devoir enchaîner avec la présente après. Désolé, mais à votre disposition, il y aura toute la journée. Si vous êtes là toute la journée, on pourra continuer les échanges. Merci beaucoup Sylvain pour votre présentation. On peut l'applaudir et pour avoir répondu aux questions.